À l'origine, vous êtes à l'initiative d'un blog qui marche très bien. Oui, bah, le blog de l'apocalypse financière, hein, puisque j'avais vu donc en février, c'était quand? C'était en février 2008 maintenant, ça fait plus de 4 ans. Euh, C'est l'affaire de la Société Générale. c'est l'affaire de la Société Générale, donc on a vu Monsieur Daniel Bouton qui hurlait au scandale en disant qu'il avait perdu 4 milliards d'euros. Euh, donc, j'ai commencé à lire à refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire lire la presse financière anglo-saxonne, qui était à l'époque très peu connue. C'était vraiment la presse financière c'était le parent pauvre, si je peux dire, de la presse économique. C'était un peu comme la presse spécialisée. Alors qu'aujourd'hui, Le maintenant, c'est FT, devenu, voilà, le FT, bah, il y a Julien Tête, là, justement. justement, c'est pour ça que je l'ai apporté, Voilà. on en parlera. Et, et donc j'ai vu que à ce moment-là, toutes les grandes banques mondiales, les plus grandes banques mondiales, pardon, cherchaient à se recapitaliser, donc ce qui était absolument anormal. Ça, je le dis souvent. Je veux dire, quand une banque cherche à se recapitaliser, ça arrive, c'est une fois tous les 4 ans ou tous les 10 ans. Enfin, c'est quand même pas commun. En plus, il y a dilution des actions, etc. Enfin bon, il y a quand même, ça entraîne pas mal de choses. Mais quand vous avez 8-10 banques qui cherchent à se recapitaliser en même temps et au même moment que la Société Générale qui dit avoir perdu 4 milliards, donc j'ai trouvé ça extrêmement suspect. J'ai commencé à me pencher à refaire ma revue de presse, donc avec le FT, le Wall Street Journal, et surtout la presse financière spécialisée, hein, parce que D'accord. c'est toujours dans la presse financière spécialisée qu'on trouve vraiment les vrais impôts, jamais dans la presse généraliste en fait. Alors c'est comme ça que vous êtes venu à enquêter sur Black Masters. Oh, ça a pris du temps, hein. Black Master, c'était pas tout de suite, hein. Mais en 2008, j'avais déjà vu, enfin, en 2008, on a vu que la crise du subprime, hein, parce que c'était ça, les subprimes étaient désignés comme la vindicte populaire, hein, bien entendu, en disant que les Américains ont prêté à tout le monde, y compris aux pauvres, aux chômeurs, etc. Et que c'est eux qui remboursaient pas, donc c'est gravissime. On s'est dit, mais par quel miracle les banques ont décidé du jour au lendemain à prêter à ceux qui n'avaient pas de travail? Je veux dire, c'est l'antithèse du risque, hein, du département risque d'une banque. Voilà, et donc c'est là où j'ai découvert la JP Morgan, et notamment le fameux produit financier, réinventé, hein, parce que c'est elle qui l'a réinventé, de la JP Morgan, qui a permis aux banques justement de se priver de la fameuse piscine de Picsou, hein, la piscine de Picsou étant la réserve fractionnelle de papy, quoi, hein, ça, hein, du vieux banquier à l'ancienne, avec ses pièces d'or, ses dollars, ses immeubles, etc. Et donc là, bah, la piscine de Picsou, il y avait plus de 3 cm d'eau, quoi. Hein, parce que justement, les banquiers avaient trouvé le produit miracle qui leur permettait de ne plus jamais avoir d'impayé. Et donc c'est là où je me suis penché véritablement sur Black Masters. D'accord. Alors pour revenir à cette femme, vous l'appelez la femme qui a déclenché la crise mondiale. Elle a réinventé les CDS. Vous traduisez ça par la permutation de l'impayé. Vous pouvez un peu nous expliquer, et puis aussi peut-être revenir un peu en arrière avec la crise des subprimes, parce que c'est très lié. Oui, ben, c'est-à-dire que la première chose, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le crédit default swap, hein, effectivement, la permutation de l'impayé. C'est-à-dire que c'est une sorte d'assurance, mais qui n'en est pas une, dans le sens où celui qui assure un impayé, en fait, n'a strictement aucune obligation légale d'avoir des fonds de réserve. Bon, déjà. Ce qui explique pourquoi, par exemple, la filiale financière, justement, qui était basée à Londres de AIG, donc le grand assureur mondial, quand il a été amené à payer 14 milliards de dollars, hein, 14 milliards de dollars, c'est quand même c'est colossal, donc en septembre 2008, hein, septembre-octobre 2008, eh bien, elle n'avait pas un centime, hein, pour payer, pour dédommager justement ces polices d'assurance, comme on dit. Et c'est pour ça que le gouvernement américain a été obligé de nationaliser AIG. Je veux dire, là, il y a quand même un sérieux problème. Hein, c'est un peu comme si on permettait des compagnies d'assurance qui assurent tous les gens qui roulent en voiture, les TGV, les avions, etc., d'être assurés par des compagnies qui n'ont pas un seul centime en réserve. Pour, effectivement, je vais dire n'importe quoi, imaginez un avion qui s'écrase sur un village ou sur une ville. Je veux dire, il y a quand même un problème. Donc l'assureur ferait immédiatement faillite. Il y a quelque chose qui colle pas. Et bien pourtant, c'est exactement ça qu'on a vu. Et c'est même pire, parce que justement, c'est Black Masters qui a inventé, enfin son équipe, qui a inventé, et ça, les créateurs du premier crédit default swap me l'ont dit, hein, de la banque Trust, c'est que Black Masters et la JP Morgan ont inventé une méthode comptable, un artifice comptable d'écriture, qui fait que les engagements, par exemple, d'une société
de payer justement la place de quelqu'un qui ne paye plus, eh bien, ne sont pas dans le bilan, n'apparaissent pas dans le bilan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit que le bilan des banques est absolument ravissant, que c'est très beau, que tout ça, ça tient la route, et puis en même temps, d'un seul coup, vous voyez Dexia qui s'effondre, alors qu'elle a résisté à tous les stress tests. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Natixis sera la prochaine banque qui s'effondrera. C'est absolument criminel ce qui a été fait. C'est purement criminel. C'est n'importe quoi. C'est comme une compagnie, imaginez par exemple, cela dit, là je fais une parenthèse, vous savez, les compagnies d'assurance, les vraies, celles qui ont des réserves, ont perdu tellement d'argent elles aussi lors de l'effondrement de Wall Street en 2008, qu'aujourd'hui elles n'ont plus tellement d'argent. Elles n'ont plus d'argent. Ce qui explique par exemple Groupama, nationalisé entre guillemets par la Caisse des dépôts et consignations, il y a quoi? Il y a 2 mois, 3 mois. Et tout c'était à l'avenant. Allianz qui a été dégradé par Moody's, la Generali, grande compagnie d'assurance mondiale, quand même, c'était Zidane, je crois, qui faisait la promotion voilà, donc dégradé également par Moody's. Il y a quand même de sérieux problèmes. Mais cela dit, ce que les banquiers ont fait avec les produits de Black Masters, effectivement, mais ils sont devenus complètement fous. C'est-à-dire que c'est transformer n'importe quel crédit en or. Hein. C'est-à-dire que au début c'était réservé à des multinationales ou aux banques, et puis progressivement c'est allé jusqu'au prêt de cuisine de monsieur, madame, tout le monde. Ou pour la voiture, ou pour le prêt étudiant. Ce qui est étonnant, c'est que cette femme est inspirée et protégée par la JP Morgan. Oui. C'est elle qui a créé, qui a fait cette innovation qui est comparable à la réserve fractionnelle, hein, c'est ça? Vous disiez, page 31 de votre livre, depuis la mise au point de la réserve fractionnelle par les banquiers protestants, aucune autre innovation n'avait modifié aussi profondément leur gestion des crédits. Absolument, bien sûr. Bah, évidemment. De toute manière, je veux dire, là, c'est pas moi, c'est Julian Tett qui l'a expliqué lors d'une interview de la BBC. Dans le monde de la banque, il n'y a que 3 R, 3 R. Hein, la première, c'est celle du banquier d'antan, hein, jusqu'à la banque fractionnelle. Hein, c'est-à-dire qu'un banquier de Vénitien qui prêtait 200 florins, bah, il devait mettre tout de suite de côté 200 florins. Hein. C'est-à-dire que si jamais il n'était pas remboursé, il avait quand même 200 florins de garantie dans son fonds de réserve, quoi, pour toujours tenir le coup. Hein, voilà. Donc, et à partir du moment où la réserve fractionnelle est arrivée, ça a donné un peu plus d'oxygène, si je peux dire, aux banques modernes. Donc cela a été même codifié, hein. On a BAL 1, BAL 2, BAL 3, blabla, tous ces trucs-là. Et effectivement, la troisième ère, c'est celle du crédit défaut swap, qui lui, effectivement, a enlevé, du moins le pensait-il, tout risque d'impayé. D'accord? Il faut le lier à ce banquier de la Chase Manhattan Bank, je donne ce nom dans le livre, en plus Joël quelque chose, qui lui a montré, donc c'est un mathématicien, qui a montré que la dette, en fait, est quelque chose de très bien, qu'il ne fallait pas voir des dettes comme des pertes immédiates, mais au contraire, que cela permet de récupérer justement des biens, des terres, etc. Et c'est comme ça, par exemple, le Crédit Agricole a fait sa fortune. Je veux dire, tous les paysans qui ne pouvaient pas rembourser un prêt se voyaient saisir leurs terres. Je veux dire, le principe du prêt hypothécaire. Dans le monde de la banque, ceux qui donnent le là, hein, par exemple Black Masters, hein, elle était inspirée par Charlie Sanford. Hein, donc c'était très important, et c'est justement en étudiant Charlie Sanford que j'ai été amené à faire d'autres découvertes encore plus extraordinaires, et qui montrent par exemple que la CIA en fait a mis la main sur un certain nombre de banques. Vous dites que Black Masters est la femme vivante la plus puissante sur Terre. Oui. Mais en même temps qu'elle est protégée, que personne ne parle d'elle. Comment ça se fait? Black Masters, en effet, si vous prenez la masse monétaire dont elle dispose, hein, si vous prenez d'un côté l'argent de la JP Morgan, rien que l'argent de la JP Morgan dispose, la trésor, hein, et de l'autre, l'argent que les clients de la JP Morgan lui apportent pour le placer, d'accord? Ce sont des sommes absolument colossales, ça dépasse l'entendement, je veux dire, ça dépasse même, je crois que les engagements, si vous voulez, de la JP Morgan en termes de valeur notionnelle dépassent
le PIB quasiment de la planète. Hein, je crois que c'est même supérieur au PIB de tous les pays de la planète, donc ça vous donne une idée. Donc il lui suffit de passer 2 coups de fil, hein, par exemple, sur les matières premières, elle achète le cacao ou le café, par exemple, ou le sucre. Hein, dans le livre, je donne même ses plans, hein, sur les matières premières. Elle ruine en une fraction de seconde, elle ruine n'importe quel pays africain. C'est quelque chose d'absolument étonnant à observer. Et en même temps, personne ne parle d'elle. C'est ça, oui. Personne. Moi, banque, je fais un prêt de 10 millions de dollars cumulés, hein, 10 millions de dollars à 10%, d'accord? Et vous, eh bien, je vous donne 2% ou 3%, hein, sur ces 10% d'intérêt, et je vous les donne tant qu'il rembourse. Si jamais il ne rembourse pas, c'est vous qui prenez la suite. D'accord? Voilà. Et donc, ce qui fait que vous, à votre tour, vous avez pris un défaut swap sur la partie que vous avez prise, et ainsi de suite. Donc tout le monde, c'est une chaîne d'alpinistes, quoi. Ils ont tous pris des assurances, des permutations d'impayés les uns sur les autres. D'accord. C'est toute la planète est permutée, si je puis dire. Et donc à un moment donné, forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle. On revient en premier. C'est ça. Ah oui. La crise n'a pas eu lieu en 2008. La crise a véritablement commencé en 2007, puisque quand les banques spécialisées justement dans les prêts hypothécaires, immobiliers, ont commencé à tomber les unes après les autres. Je donne la chronologie dans le livre. Vous aviez, je sais pas, quasiment une vingtaine, une trentaine de banques qui sont tombées aux États-Unis. Et ce qui est absolument dingue, c'est que Wall Street, ça ne les a pas dérangés. Ça a pris 2 ans quasiment. 2 ans pour voir la réaction en chaîne, vous voyez, pour que Wall Street s'effondre pour de bon. Hein, à plusieurs reprises d'ailleurs. D'où la formule, la femme qui a inventé les armes financières de destruction massive. Voilà, cette formule, c'est pas la mienne, c'est celle de Warren Buffett, hein, le premier, quand même, c'est un vieux briscard, il sait de quoi il parle, hein, en termes de produits financiers. Il avait dit dès le départ, il avait dit les crédits défaut swap sont des armes de destruction financière massive. Alors là, vous dites qu'elle a donc créé la formule magique, hein, finalement, cette dame. La formule magique de JP Morgan avait bien pris. Plus les banques prêtaient de l'argent, plus elles en gagnaient. Le prêt d'un côté, le risque vendu de l'autre, plus un pari sur le fait qu'il sera remboursé ou pas. Voilà, alors donc là, on va refermer un tiroir, parce que c'est l'autre question précédente. Donc, à partir du moment où ce produit, la permutation de l'impayé existe, d'accord? Donc ça, c'est une première chose, ok? Eh bien, à partir de ce moment-là, vous pouvez revendre, par exemple, des prêts qui ont été faits à des gens qui ont avancé 10% ou 20% du prix de leur maison, d'accord? Et puis progressivement, eh bien, comme il n'y avait pas assez de flux qui arrivaient, notamment, il faut quand même savoir que ce sont les fonds de pension allemands, hein, c'est la demande colossale des fonds de pension allemands qui ont amené les banques américaines à partir dans la folie des subprimes et à revendre, donc à faire ce qu'on appelle des packages, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 25 personnes qui remboursent leur prêt maison à l'agence du coin, leurs prêts étaient en fait remboursés donc au siège, et tous leurs prêts étaient découpés en fonction du risque qu'ils représentaient. On mutualisait le risque. Voilà, on mutualisait le risque et ensuite on vendait des swaps dessus. Hein, c'est-à-dire grosso modo, c'est des paris, quoi, hein, des paris dans le genre, si jamais ils ne remboursent pas, hein, eh bien, on vend ça à un fonds de pension. Hein. Je résume ça vraiment à sa plus simple expression, mais dans le livre, c'est effectivement expliqué de A à Z. Mais ceci a amené effectivement les banquiers à prêter de l'argent. Je veux dire, le cas le plus éponyme, c'est ce prêt qui a été de prêt sur 20 ans ou 25 ans qui a été fait à une dame de 75 ans ou 70 ans. 72 ans. 72 ans pour s'acheter une maison à New York, un appartement à New York de 400 000 $. Donc, c'est incroyable ça. Ouais. Oui, mais pourtant ils l'ont fait, mais ils l'ont fait pas que pour elle, ils l'ont fait, je veux dire, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que immédiatement, ce prêt, le risque de l'impayé, de toute façon, était revendu en tant que produit financier à des fonds de pension, quels qu'ils soient. Imaginez que tous les fonds de pension, de toutes les professions diverses et variées qui puissent exister dans le monde, ont acheté de ces produits subprimes. D'accord?